Et bonjour à tous, bienvenue. On va passer entre 1 heure et 1 heure et demie ensemble pour discuter de gestion des déchets. Alors, personne ne sortira de ce webinaire avec un doctorat en gestion des déchets, mais on espère que vous aurez dans la tête à la fin une bonne idée des problèmes que nous rencontrons tous en termes de gestion des déchets et quelques idées de solutions que vous vous apprêterez à mettre en œuvre. Donc, je suis Simon Doré, je suis le référent technique WASH pour la zone Moyen-Orient basée à Beyrouth. Et avec moi, il y a Chloé qui va se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Du coup, moi, je suis l'assistante du pôle EASA en stage et je suis arrivée en janvier. Super, merci Chloé. Donc, pour les règles, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la section Q&A, questions et réponses. On va essayer de faire ce webinaire de manière un petit peu interactive avec les outils que nous propose Zoom et aussi un autre type d'outils. Sans plus attendre, on va passer à l'introduction. Donc, dans les catastrophes et les conflits, on génère un grand nombre de déchets. On en entend parler pas mal avec le Covid et les tonnes de plastique supplémentaires, des dizaines de milliers de tonnes de plastique supplémentaires qui ont été générées suite à la pandémie. Et pourquoi est-ce que ces déchets nous impactent en tant qu'humanitaires? Premièrement, c'est sur le risque lié à la santé publique. Donc, si on a des déchets dans l'environnement, on peut avoir tout un tas de maladies qui sont véhiculées suite à ces déchets. On peut avoir des bouchons qui se créent sur des rivières et qui font après une inondation flash. On peut, lorsqu'on a un contexte comme un tremblement de terre ou un cyclone, ne pas avoir accès à certaines zones parce qu'elles sont bloquées par des débris ou des gravats. Et on peut aussi avoir des pollutions de l'environnement. Donc pour nous, c'est primordial de prendre en compte ces déchets. Et il faut garder à l'esprit que le pollueur est le payeur. Donc nous, en tant qu'humanitaires, lorsqu'on va générer des déchets, on a la responsabilité éthique et légale de s'en débarrasser de manière correcte. En ce qui concerne les objectifs du webinaire, ça va être dans un premier temps d'identifier les types de déchets que nous générons, connaître les standards humanitaires qui s'appliquent, principalement SPER, et aussi les lois qui s'appliquent à la gestion des déchets. Voir quelques pistes pour gérer correctement le mieux que nous pouvons les déchets que nous produisons. 1, dans les centres de santé. 2, dans une communauté qui peut être à l'échelle du camp, du quartier ou du village. Et lors d'une intervention humanitaire. Alors, il faut savoir qu'on distribue pas mal de kits et de perturbations dans le bureau. Lors d'une intervention humanitaire, on distribue des kits qui peuvent générer des emballages. On a aussi à gérer des débris et des gravats. Et mine de rien, on génère beaucoup de pollution au bureau. On verra tout ça ensemble. À la fin de ce webinaire, nous vous donnerons tout un tas de pistes pour aller plus loin. Alors, avec des ouvrages de référence qui vous permettront, si une des thématiques présentées vous paraît en phase avec vos problèmes et dans ce que vous souhaitez mettre en œuvre, vous aurez les guides de référence pour vous en occuper. Et le dernier objectif, c'est nous responsabiliser tous sur la problématique de gestion de déchets, avec, comme je le mentionnais un petit peu auparavant, le principe du pollueur-payeur. Alors, quels sont les différents types de déchets que nous générons lors d'une urgence humanitaire? Est-ce que, Chloé, tu peux mettre dans le chat le lien vers un WooClap? Oui, ça marche.
Donc, est-ce que vous pouvez taper autant de réponses que vous voulez sur ce lien qui va être dans le questions et réponses sur les déchets que nous produisons à la CRF dans vos délégations, que ce soit au siège, bureaux régionaux, en sous-délégation. Oui, ça marche. Donc, mettez-en autant que vous voulez. Ok, on va laisser 30 petites secondes. Si vous êtes à court d'idées, vous pouvez aller retourner sur le Zoom et voir l'ensemble de ce qui a été dit avec un des mots qui apparaît en gros que nous n'avons pas traité dans ce webinaire. Allez, on lève les stylos, on va ramasser les copies. Donc, dans les déchets principaux que vous produisez à la CRF, que nous produisons à la CRF, j'imagine qu'on peut extrapoler ça à beaucoup d'humanitaires, vous avez mentionné principalement le plastique, des masques, du papier, mais aussi des emails, carton, emballage, biodéchets, produits de santé, ça, ça bouge toujours. Des gobelets plastiques, des déchets de matériaux de construction, des déchets médicaux, des gravats, des batteries, du matériel informatique, de l'huile de vidange, des aiguilles et des seringues, des cartouches d'encre vide, des gobelets en plastique, du matériel de santé inadapté, inapte, des produits chimiques. On va pouvoir aborder certains d'entre eux, et je vous dis tout de suite, les emails qui sont effectivement, pour certains, une pollution de nos journées de travail, ne sont pas abordés dans ce webinaire. Je vais maintenant vous lancer un sondage sur Zoom, sur les déchets, certains dont vous avez identifié. Qu'est-ce que vous en faites actuellement au travail, sur votre délégation, au siège ou dans votre sous-délégation? Alors, vous devez voir apparaître sur vos écrans les différents résultats pour les participants, les 40 participants maintenant de ce webinaire. Donc, les papiers et les cartons sont 25% du temps vont dans la poubelle générale, 70% sont recyclés. Les déchets organiques vont en grande majorité à la poubelle, avec certains qui sont compostés. Les déchets plastiques, un tiers va dans la poubelle générale et 60% sont recyclés. Les batteries et les piles, 15% dans la poubelle générale, 40% recyclés, 40% on ne sait pas. Matériel informatique, 12% dans la poubelle générale, 21% recyclés, 64% je ne sais pas. Les déchets médicaux dangereux, la grande majorité n'en produit pas, sont soit brûlés, soit incinérés, soit enfouis, soit un autre type de traitement, soit je ne sais pas, assez équilibré. Les déchets médicaux coupants sont brûlés ou incinérés ou enfouis.
déchets médicaux organiques d'origine humaine, comme le placenta ou des membres amputés, sont enfouis ou incinérés ou brûlés. Et les boues fécales sont traités en station d'épuration pour presque la moitié des participants, enfouis pour 12 et 40% ne sait pas. Je vous remercie beaucoup pour ces informations. Je ne sais pas si on pourra les analyser un peu plus finement en sachant où sont les personnes qui ont voté, je ne crois pas. Mais ça nous permet de donner un bon aperçu, notamment du nombre de je ne sais pas pour le matériel informatique. On continue. Chloé, je te passe la parole. Oui, ça marche. Alors du coup, on va rapidement s'intéresser aux standards humanitaires et aux traités qui s'appliquent à la gestion des déchets. Simon, si tu peux mettre la slide suivante. Donc en premier, on voulait vous parler de la hiérarchie de la gestion des déchets. Donc c'est le petit dessin que vous avez sur la droite, qui est un diagramme qui a été adopté par de nombreuses institutions comme l'Union européenne par exemple. Et donc cette hiérarchie, elle donne un ordre de priorité pour les options de gestion des déchets. Et donc l'objectif, c'est d'encourager les options de traitement qui ont l'impact environnemental le plus neutre. Donc comme on peut le voir, sont priorisées les actions déjà de prévention pour produire le moins de déchets possible. Et ensuite, les actions qui visent à réduire, réutiliser et recycler les déchets. Donc, c'est ce qu'on appelle les 3 R. Ces options, elles sont suivies par les options de valorisation des déchets. Donc, par exemple, la valorisation énergétique, c'est-à-dire en fait brûler les déchets et récupérer leur pouvoir énergétique, soit sous forme de chaleur, soit sous forme d'électricité. Ensuite, on trouve la mise en décharge et l'élimination contrôlée qui sont situées en bas de la hiérarchie et qui doivent être évitées au maximum. Et enfin, on trouve l'élimination non contrôlée, donc qui comprend par exemple l'incinération à l'air libre des déchets et qui se situe, elle, en dehors de la pyramide et qui ne doit absolument pas être considérée comme une option appropriée ou acceptable pour les déchets. Donc, comment on s'y prend pour choisir son option de traitement des déchets? Donc, il faut d'abord faire un diagnostic des déchets produits, soit dans la délégation, soit au siège. Ensuite, il faut évidemment former des gens pour pouvoir traiter les déchets. Et enfin, il faut évidemment obtenir des financements appropriés puisque tout traitement des déchets a un certain coût. Et un dernier point qu'on voulait aborder, c'est, tu peux rester sur la slide d'avant, Simon, c'est qu'aujourd'hui, cette attention portée à la gestion et à la réduction des déchets, elle semble un peu aller de soi, mais il ne faut pas oublier que l'économie circulaire, c'est un concept qui ne date que de quelques années et encore plus dans le secteur humanitaire. Et du coup, dans la pratique, l'attention apportée à la gestion des déchets, elle n'est que très récente et elle nécessite encore de gros efforts pour être mise en place de manière concrète. Donc ensuite, je vais vous présenter quelques traités internationaux qui réglementent la gestion et l'élimination des déchets. Donc on a choisi les plus importants. Donc parmi eux, on trouve la Convention de Bâle, qui a été adoptée en 1992 et dont les objectifs principaux sont de minimiser la production de déchets dangereux et surtout de réduire les mouvements transfrontaliers de ces déchets. Donc en bref, l'idée, c'est de réduire les exportations de déchets dangereux vers des pays qui n'en ont ni les moyens ni les ressources pour les éliminer correctement. Cette convention, elle a été amendée en 2019 pour inclure les déchets plastiques afin de rendre leur commerce plus transparent et plus réglementé. Et donc, elle s'applique aux interventions humanitaires en ce qui concerne, par exemple, le matériel informatique qui est importé dans le cadre d'une mission. Et c'est évidemment à l'ONG de traiter les déchets informatiques. Ensuite, on a aussi la Convention de Stockholm de 2004 qui a pour but de stopper ou au moins de réduire la production et la libération de polluants organiques persistants dans l'environnement en réglementant les processus d'élimination de déchets particulièrement polluants. Par exemple, les incinérations à ciel ouvert, les incinérations de déchets dangereux ou encore les incinérations de déchets médicaux. Et enfin, le dernier traité assez important, c'est le protocole de Montréal de 1987, qui avait, lui, pour but de réguler et de supprimer progressivement la production et la consommation de produits chimiques appauvrissant la couche d'ozone. Donc, à l'époque où le traité a été adopté,
étaient concernés les produits qui s'appellent des CFC, qui étaient utilisés comme des gaz réfrigérants ou des agents propulseurs. Donc les CFC qui sont les fluides frigorigènes. Chloé, quand tu réapparais, tu reprendras la main. En termes de standard minimum, ceux que nous allons voir dans ce webinaire, ce sont ceux du manuel Sphère que vous retrouvez en ligne et que vous connaissez par cœur, qui est à votre chevet. Et donc, il y a différents secteurs qui sont concernés et chacun des secteurs spécifiques a un volet sur la gestion des déchets. Maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire de ces déchets. Alors, le premier volet, c'est sur les centres de santé. Donc, dans les centres de santé, c'est ce que vous nous avez dit dans le nuage de mots, on produit des déchets domestiques, des déchets médicaux infectieux, des déchets médicaux coupants ou piquants, des déchets médicaux anatomiques, donc c'était les placentas ou les membres amputés, des médicaments qui ne sont pas forcément utilisés. On peut avoir, si on a un service de radio, des déchets radioactifs, mais aussi on a des eaux usées et des matières fécales. Donc on ne va pas voir tous avec le même détail. On va voir les principaux qui sont ceux mentionnés dans le standard Sphère, à savoir que Sphère dit dans un centre de santé, il faut un minimum de tri en 3 poubelles. La première poubelle est pour les déchets ménagers, donc la poubelle normale. Ça représente, il faut savoir, plus de 75% du volume de déchets habituellement dans un centre de santé. Il va falloir traiter des déchets coupants ou piquants pour pas qu'ils se retrouvent à portée de main des gens qui fouilleraient dans les poubelles de déchets ménagers pour essayer de les revaloriser. Et des déchets dangereux ou infectieux. Donc Sphère nous dit qu'il faut former tous les personnels de nos centres de santé au tri et à la gestion des déchets. Et ils insistent également sur une désinfection régulière des contenants, donc des poubelles, et des lieux de stockage et d'élimination de ces déchets. Le port obligatoire des équipements de protection individuelle pour toutes les personnes touchant à ces déchets. Et ils recommandent également la vaccination contre l'hépatite B et le tétanos pour les personnels du centre de santé gérant ces déchets. Et ils recommandent un traitement adapté. Et le traitement adapté, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, premièrement, les déchets ménagers. Ça représente 75% plus de 75% du volume de déchets produits dans un centre de santé. Normalement, ce n'est pas dangereux. On a plusieurs options qui sont celles qui seront disponibles sur vos lieux où est installé le centre de santé. Recyclage, si ça existe. Incinération ou collecte vers une décharge municipale. On a les déchets coupants ou piquants. Pour cela, on peut mettre en place une fosse pour les collecter. Ou alors, pour réduire, je ne sais pas si vous voyez sur la photo en haut à gauche, on a un contenant. Des fois, s'il n'y a pas que des objets de petit volume, les contenants peuvent prendre beaucoup de place. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est d'abord les incinérer, puis les mettre dans une fosse, en gardant bien à l'esprit qu'il ne va pas falloir contaminer la nappe phréatique. Donc, se positionner à une distance supérieure à 1,5 m de la nappe phréatique et éventuellement rendre cette fosse étanche. Et si on choisit l'incinération de ces déchets coupants, il faut savoir qu'ils resteront coupants et dangereux pour les personnes qui les manipulent. Donc il va falloir les enfouir à nouveau. Maintenant, quelques photos sur les déchets infectieux. Ici, vous voyez une poche de sang qui est dans la neige. On a plusieurs choses que l'on peut faire pour ces déchets infectieux. La première étant une incinération. Et une incinération, on en discutera tout à l'heure, ça se fait dans un incidérateur et ça ne se fait pas dans un baril de 200 litres. Ça peut être dans une fosse recouverte de chaux. Ça peut être en autoclave, espèce de four à micro-ondes que vous voyez en bas à gauche. Un autoclave, c'est
instrument qui permet d'augmenter la pression atmosphérique et la température, et donc les pathogènes ne peuvent pas survivre à ces conditions. On peut aussi avoir un traitement chimique. Donc c'est ce qu'on fait sur les épidémies Ebola ou choléra quand on va nettoyer les vomissures ou les déjections avec une solution à 0,2% ou quand on va nettoyer les cadrans avec du chlore. Pour les déchets anatomiques, on a plusieurs solutions qui sont suivant la culture de l'endroit. Des fois, on rend le placenta à la famille, ou alors on peut le mettre dans une fosse à placenta, vous voyez ici. On peut l'incinérer, une crémation, si ça s'appelle une crémation si ce sont des parties du corps, ou procéder à un enterrement. Pour les déchets médicamenteux, chimiques ou radioactifs. Alors ça, c'est plus compliqué à traiter. Comme pour tous, la règle numéro 1, c'est suivre les normes nationales. Si possible, on les rend aux fournisseurs. Donc, en France, c'est pratique, on peut ramener ces médicaments à son pharmacien. Pour ces déchets radioactifs, je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est aussi l'idéal. Et suivant le type, on peut faire une incinération à très haute température. On peut faire une encapsulation. Donc, encapsulation, vous voyez ça en bas à droite, c'est mettre dans un conteneur en béton et l'enfouir ensuite. Excusez-moi, j'ai passé un peu vite. Donc, ceux-là ne sont pas très pratiques à gérer. Je ne vais pas vous donner des solutions miracles, plutôt vous donner des ouvrages de référence sur qu'est-ce qu'on fait avec ce type de déchets. Maintenant, dans un centre de santé, on a aussi des toilettes et on va avoir des eaux de pluie à évacuer. Donc, quand il pleut, on va essayer d'éviter les eaux stagnantes pour que l'eau ne s'infiltre pas dans le sous-sol et dans nos points d'eau, et évite d'avoir de l'eau stagnante pour pas qu'il y ait des moustiques qui puissent proliférer. Pour les boues fécales, donc le caca, parce que ce qu'on trouve dans nos soit fosses septiques, soit fosses toutes simples, on a la règle de base, c'est qu'on s'éloigne des points d'eau. Si vous avez une pompe un peu plus loin, on évite d'avoir une latrine proche pour que le contenu de la fosse, de la latrine, se répande dans la phréatique et soit bu ensuite par nos patients et nos personnels médicaux. On s'éloigne au moins d'1,5 m de la nappe. Ça veut dire que le bas de la fosse doit être au moins 1,5 m de la nappe. Lorsque la nappe est la plus haute, des fois il y a des saisons sèches et des saisons des pluies, et donc la hauteur de la nappe change. Et quand on procède à des vidanges, donc on fait venir le camion qui aspire les boues fécales, c'est la responsabilité du centre de santé de savoir où va ce camion rempli de caca. Et quand on pense à Haïti, l'épidémie de choléra, sûrement certains d'entre vous, parmi les participants, étaient là, vous savez ce qui s'est passé. En gros, la version plus ou moins admise, c'est qu'il y avait un contingent de Népalais casque bleu qui était dans une caserne, un des Népalais revenu du Népal avec le choléra en étant porteur sain. Un sous-traitant de ces casques bleus népalais est venu vidanger la latrine du camp de Népalais, et ce sous-traitant a vidangé son camion dans la rivière Artibonite. Et en 3 mois, on a eu 100 000 personnes infectées par le choléra. Donc ça fait un scandale, cette histoire de casque bleu népalais en Haïti qui apporte le choléra, mais en gros, ça rappelle bien que nous sommes responsables des déchets que nous produisons. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir sur le portail d'expertise internationale
un webinaire d'1 heure que nous avons fait il y a 2-3 mois, spécialement dédié à l'assainissement en urgence, à savoir comment on gère les caca. Donc, pas du tout uniquement les matières fécales et urines. Voilà, vous avez le lien ici. Et de la même manière, nous mettrons l'enregistrement de ce webinaire sur le site Expertise Internationale, ainsi que tous les liens que nous allons mentionner. Alors, maintenant, un petit point sur l'incinération. Une fosse, un baril, ce n'est pas de l'incinération, c'est brûler. Donc les températures sont basses, la combustion est incomplète. Donc ceux qui se sont un peu approchés de ces barils qui brûlent voient une fumée noire, et quand on est dans le panache de fumée, ça pique les narines. Donc les pathogènes sont mal éliminés parce que la température est trop basse, et la combustion étant très incomplète, on a des fumées très toxiques. Donc un incinérateur, et c'est ce que Sphère nous recommande dans tous nos centres de santé, c'est une structure qui permet de brûler à au moins 900 degrés. Je vous ai mis les plans d'un type d'incinérateur qui s'appelle le Montfort. Donc quand vous cliquerez dessus, vous avez tous les détails pour le construire avec un BOQ, une nomenclature détaillée. Ce qui est compliqué lorsqu'on construit ces incinérateurs, c'est qu'il faut des briques réfractaires qui peuvent garder la chaleur et qui résistent bien à la chaleur, et du ciment haute température, comme les températures montent assez haut. Pour un incinérateur qui brûle jusqu'à 12 kg de déchets par heure, il faut compter entre 500 et 1000 dollars américains. Et pour un plus gros, qui fait 50 kg par heure, il faut compter entre 1000 et 3000 dollars, en sachant que la durée de vie d'un incinérateur est limitée à 3 et 5 ans. Donc ça, c'est pour les incinérateurs fait maison. Si vous avez plus de budget, vous pouvez vous faire un incinérateur plus haut de gamme. Ou alors, on a aussi, en la photo du bas à gauche, c'est un incinérateur cyclonique qui se met sur un baril et qui propulse de l'air, qui permet une montée en température beaucoup plus importante que quand on est quand le baril brûle à l'air libre. Donc on est en train d'équiper nos stocks d'urgence avec ce type de... Attention, 3 règles dans l'incinérateur. On ne met pas de PVC, ça fait des fumées toxiques, même si elles sont brûlées à haute température. On ne met pas de bois traité. Donc souvent, le bois est traité avec de l'arsenic, et l'arsenic se retrouve dans les fumées et vont être respirés par les gens aux alentours. Et on ne met pas de déchets électroniques qui font aussi des fumées toxiques. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions sur comment faire un incinérateur, vous n'hésitez pas. Maintenant, passons à l'échelle communautaire d'un camp, d'un quartier ou d'un village. Donc, on a 2 types de déchets, les déchets ménagers et les déchets, les boues fécales, ou les déchets des toilettes. Donc, vous voyez en bas à gauche une photo d'Haïti, probablement une mauvaise gestion des déchets, et une photo d'un endroit où un camion vide ses déchets, et on a tout un tas de collecteurs informels qui viennent essayer de retrouver du matériel de valeur dans les déchets. Donc, ce que Sphère nous dit, on veut un environnement sans déchets. Et pour ça, il faut qu'on puisse mettre en œuvre un plan de gestion des déchets basé sur les risques de santé publique. En deuxième point, il faut travailler avec les autorités locales et les entreprises locales formelles ou informelles. Ça veut dire que nos collecteurs qui étaient au cul du camion en train d'essayer de trouver des objets de valeur dans les poubelles font partie intégrante du système dont on doit prendre en compte. Ensuite, au niveau du foyer, chaque foyer doit avoir une poubelle avec un couvercle. On compte en moyenne 1,5 kg par jour et par personne de déchets produits, soit entre 1 et 3 litres par jour et par personne, suivant la densité. En termes de collecte collective, Sphère nous recommande d'avoir un conteneur de 100 litres pour 10 foyers. Donc chaque foyer va vider sa poubelle avec un couvercle dans un conteneur de 100 litres.
et il faut compter 2,5 personnes pour 1000 personnes qui vont s'occuper de la collecte et de la maintenance de ce système communautaire. Pour les institutions collectives, les écoles, les marchés, il faut qu'on ait des emplacements identifiés, grillagés pour éviter que les animaux puissent aller jouer dans les poubelles. Et bien sûr, il faut un entretien et une collecte régulière. Lorsqu'on travaille à l'échelle d'un quartier et qu'on veut améliorer la collecte des déchets solides, la première chose, c'est de comprendre, quels sont les déchets produits en termes de quantité, composition, densité, valeur calorifique, humidité. Une fois qu'on aura conscience des déchets qui sont produits, on saura, comment on peut les éliminer et surtout comment on peut les valoriser. Comprendre également le cadre légal. Dans la plupart des pays, il y a des institutions en charge de gérer les déchets et il y a des responsabilités. Et donc, pour naviguer dans nos projets, il faut s'intégrer dans ce cadre existant. Il faut comprendre quels sont les acteurs de la filière, formels ou informels, et ensuite agir sur la collecte et le transport. Et il faut savoir que la collecte et le transport représentent en général la grande majorité des coûts induits par la gestion des déchets. Et il faut prévoir le traitement de ces déchets et leur valorisation. Donc, c'est tout on pourrait faire 14 heures de webinaire. Là, vous trouverez une excellente formation en ligne sur Coursera, développée par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui s'appelle Gestion des déchets solides dans les pays en voie de développement. Donc, elle dure 14 heures, très très bien faite. Elle est en anglais, sous-titrée en français et en espagnol aussi, je crois. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans les toilettes, si on a des utilisatrices et que celles-ci sont en âge de procréer, elles vont utiliser des protections hygiéniques quand elles auront leurs règles. Et donc, pour éviter de les mettre dans l'embarras et ou de boucher les toilettes, il faut systématiquement prévoir un endroit où mettre les serviettes hygiéniques ou les tampons usagés. Et donc, en haut, vous voyez un des exemples de ce qui est fait dans une toilette au Bangladesh, où on a un petit trou dans lequel on peut mettre sa serviette hygiénique et qui va être basculé vers une poubelle en extérieur de la latrine. Et en bas, vous avez dans les lignes directrices de la Fédération sur la gestion de l'hygiène menstruelle en urgence, tout ce qu'une toilette idéale pour les femmes doit contenir. Et vous avez l'article D, qui est une poubelle avec un couvercle. Et vous avez autre chose, une lumière, un crochet, du savon, de l'eau, du papier toilette, une information pour dire que c'est une toilette pour les femmes, et un verrou. Maintenant, en termes de boue fécale, vous pouvez voir à droite une image prise en Irak, donc un camion du HR ou d'un sous-traitant du HRF qui vient vidanger ses boues dans le lac de Mossoul. Donc, gérer ces boues fécales est un problème de santé publique. On a encore en outil de référence le webinaire dont je vous ai parlé un petit peu avant. Quand vous aurez la présentation, vous pourrez double-cliquer dessus et aller voir l'enregistrement d'une heure. Et on a Coursera avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne qui fait 2 formations de 11 heures d'excellent niveau qui sont planification et design des infrastructures d'assainissement et à l'échelle plus grande, comment gère-t-on les boues fécales? Maintenant, distribution. Quand on distribue des items, la règle, ça serait de minimiser les emballages. Donc, en numéro 1, on va essayer de spécifier aux fournisseurs
quel type d'emballage on veut et quel contenant on veut donner à nos bénéficiaires. Et pour le minimiser et pour que ce soit effectif, il faut que, au même titre que le prix que va fournir un marchand sur ces items, on va faire apparaître la quantité et la qualité des emballages dans notre grille d'évaluation fournisseur. Une des options qui est préconisée, comme vous pouvez voir sur la droite, avec des kits Covid qui sont en Irak, on peut essayer d'utiliser un des articles distribués comme contenant de l'ensemble du kit. Donc vous avez un seau en plastique avec un couvercle qui contient des masques, des savons, des protections hygiéniques, tout ce qu'il y a dans notre kit Covid en Irak. Chloé, tu me dis s'il y a des questions ou des commentaires dans les questions-réponses que je n'arrive pas à suivre. Merci. C'est bon pour l'instant. Maintenant, quand on a une catastrophe humanitaire, donc ici vous voyez deux photos, la première en haut à droite qui correspond au tremblement de terre d'Haïti et en bas à gauche l'ouragan Matthew. Donc on se retrouve avec des grandes quantités de débris et gravats. Un des axes, c'est la réutilisation. Donc on peut réutiliser tout ce qui est en bois et tôle pour faire des abris temporaires si les gens ont perdu leur maison. On peut utiliser ça comme une opportunité aussi pour refaire des routes. Donc on concasse les gravats pour en faire des routes. Et une opportunité de génération de revenus avec du cash for work. En faisant très attention, les gens qui vont travailler sur des gravats, c'est coupant et c'est lourd. Donc il peut y avoir des gros bobos. Prendre en compte si c'est dans les standards de construction, les dangers liés à l'amiante. Donc ça dépend des pays dans lesquels sont et de l'époque dans lesquelles ont été construits les ouvrages. Passons au bureau. Donc je ne sais pas comment est organisé votre bureau. Ici, on a un exemple d'un bureau qui croule sous les papiers. On génère beaucoup de déchets papier. Effectivement, c'est possible de le recycler, mais si on prend le précepte des 3 R, le numéro 1, c'est le réduire. Et si on veut efficacement réduire notre consommation de papier, ce qu'il faut en numéro 1, c'est mesurer combien de ramètres de papier chaque bureau consomme et éventuellement mettre en compétition ou mettre des objectifs de réduction par département ou par bureau. Avec la transformation digitale qui est en cours, on essaye de numériser au maximum et de s'y tenir les documents et les processus. Au bureau, on génère aussi des déchets de cuisine. Donc ici, vous voyez des poubelles qui peuvent servir d'engrais. Et donc, Chloé nous parlera un petit peu plus tard des initiatives qui ont été prises dans le cadre de la responsabilité sociale de l'organisation aux Comores. Et dernier point qui avant de préparer ce webinaire, je ne m'étais pas venu à l'esprit, mais on se retrouve toujours à faire venir des tonnes d'ordinateurs sur toutes les catastrophes humanitaires pour tous nos délégués. Et ayant fait un petit tour en Irak le mois dernier, il y a une pile d'une trentaine de laptops. La délégation a été grosse, elle est beaucoup moins grosse. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces piles d'ordinateurs? Donc on a vu qu'on ne pouvait pas les incinérer. Il faut procéder à un recyclage spécialisé. Alors, se renseigner si ça existe dans le pays. Si ça n'existe pas, il faut prendre en compte le renvoi à l'expéditeur. Pour chaque nouvel ordinateur envoyé, on fait reparvenir un vieil ordinateur et traité en France au siège. Prendre en compte que systématiquement, on donne nos vieux laptops tout pourris aux sociétés nationales.
Et la société nationale, c'est pas une poubelle. Donc, de la même manière, lorsqu'on donne un équipement, il doit être en état de marche. Et on peut prendre un qui ne marche plus, l'échanger contre un qui ne marche plus pour le renvoyer à la maison, qu'il soit proprement traité. Dernier point, vous l'aviez mentionné dans le nuage de points, on a les huiles de vidange. Donc, ça peut être utilisé. Non, j'allais faire une blague, mais je me dis peut-être que c'est pas ça, dans la baignoire. Donc, ne pas utiliser dans la baignoire. Ma slide ne marche pas très bien. Les huiles de vidange, la plupart du temps, peut-être pas en France, mais au moins dans certaines de nos délégations, finissent infiltrées dans le sol et donc dans la nappe phréatique. Il faut se renseigner sur ce qu'il est possible d'en faire, en sachant que ces huiles de vidange brûlent bien, mais dans des incinérateurs adaptés. Chloé, je te passe la main pour la suite. Merci. Ouais. Donc, dans une dernière partie, ça nous semblait important de faire un petit peu le point sur où est-ce qu'on en est à la Croix-Rouge française au niveau de la gestion des déchets. Simon, si tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît. Donc, depuis quelques années maintenant, la question de la production et de la gestion des déchets, elle est vraiment au cœur de la politique RSO de la Croix-Rouge. Donc là, on a une slide qui résume. En fait, en 2019, il y a un diagnostic sur le volet gestion des déchets qui a été réalisé dans les délégations. Donc, cette slide résume les principaux résultats de ce diagnostic. Donc, on peut voir que les principales initiatives, ce sont plutôt des actions de sensibilisation, de réduction des déchets plastiques et des déchets à usage unique, et également des actions de consommation raisonnée de papier. Et l'un des principaux problèmes, c'est en fait l'absence de filières spécifiques de traitement ou de valorisation des déchets dans les différents pays où on a des délégations. Ensuite, sinon, si tu peux changer de slide. En 2020, il y a les premiers trophées de la RSO qui ont été organisés sur le thème de la prévention et de la réduction des déchets. Donc, il y a eu 50 projets qui ont été reçus et 17 projets qui ont été récompensés, dont un à l'international. Et du coup, c'est sur celui-ci qu'on va un petit peu plus s'attarder. Donc, le projet à l'international qui a été récompensé, c'était un projet porté par la délégation des Comores, qui consiste en fait en la création d'un potager au sein de la délégation à partir d'éléments de récup, donc des pirogues, des pneus, etc. Donc ce projet il a plusieurs avantages. Tout d'abord, le recours au compostage pour fertiliser le potager permet de limiter les biodéchets. Et l'entretien du jardin renforce la cohésion de l'équipe et permet d'accéder à des aliments sains et biologiques. Et un dernier avantage, c'est que la délégation des Comores souhaite consolider ses liens avec d'autres associations, notamment à travers l'achat de graines et de terres pour valoriser d'autres structures et favoriser le partage d'expériences. Donc, il y a plusieurs objectifs du coup dans ce projet. D'un point de vue environnemental, les objectifs, c'est donc de réduire l'impact environnemental de la délègue et de composter les biodéchets. Au niveau économique, l'objectif, c'est de réduire le budget de la cantine de 10% en récupérant du coup les fruits et légumes issus du potager. Et au niveau social, donc les objectifs sont de sensibiliser les équipes à l'impact de l'alimentation sur la santé et de renforcer la cohésion d'équipe. Et du coup, pour l'avenir, les porteurs du projet souhaiteraient sensibiliser un public plus large sur le recyclage des déchets et également créer un groupe d'achat responsable et faire du jardin un lieu d'échange avec d'autres associations. Et enfin, au niveau des actions à venir, au niveau de la gestion des déchets, sinon si tu peux changer de slide. Donc à l'échelle nationale, il y a un diagnostic déchets qui a été lancé à l'ensemble des établissements de la Croix-Rouge française au début de l'année. Du coup, pour accompagner les établissements dans leur démarche, il y a un kit d'outils qui a été développé. Donc ce kit, il comprend des outils de communication pour sensibiliser sur la réduction et sur le traitement des déchets, des guides pratiques détaillés ou encore des retours d'expérience d'établissement. Et à l'échelle internationale, il y a une formation sur la réduction et le traitement des déchets pour les points focaux RSO, donc qui sont vraiment le relais de la RSO au sein des délégations,
qui est en cours de préparation et qui aura lieu en partenariat avec Bioforce. Donc cette formation, elle prendra la forme de plusieurs ateliers webinaires et elle aura lieu tout au long du mois de juin normalement, avec un retour d'expérience prévu pour septembre. Et donc comme Simon vous le disait, on vous a mis ensuite en quelques slides beaucoup d'outils de référence et de documents ressources. Donc vous avez une slide sur les ouvrages de référence pour la gestion des déchets en contexte d'urgence. Donc il y a le premier document de la Croix-Rouge suédoise qui nous a servi de base pour ce webinaire. Le deuxième, c'est un guide qui a été créé par Rachi et qui, lui, servira de base pour la formation pour les points focaux RSO dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, on a toute une liste d'autres guides très intéressants. Et ensuite, aux slides suivantes, vous trouverez des guides qui sont plus spécifiques au secteur d'intervention, donc santé, WASH, urgence, etc. Simon, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Chloé. Oui, donc ces guides et lignes directrices ne sont pas à prendre par cœur, vous n'aurez pas une interrogation à la fin. À savoir que si vous voulez aller plus loin, vous savez où les trouver. Maintenant, je vais vous lancer un nouveau et dernier sondage sur le plan d'action. Suite à ce webinaire, est-ce que vous comptez faire quelque chose de différent? Et une fois que vous aurez fini ça, je vais vous mettre dans le chat un lien vers une évaluation de ce webinaire pour nous faire un petit feedback sur notre prestation. Et on va prendre un peu de temps pour lire les questions et les réponses ensuite. Je lance le sondage. 70% de votants, on va publier les résultats. Alors, là, pour les batteries et les piles, la grande majorité veut l'améliorer et un quart va l'améliorer. La nuance est un peu subtile. La volonté est là et pour certains, ils vont le faire. En termes d'huile de vidange, la plupart ne se prononcent pas. Donc c'est peut-être pour ceux qui prennent le métro. Les déchets médicaux, donc ceux qui ne sont pas concernés, 20% gèrent déjà plutôt bien, 23% veulent l'améliorer et 18% va l'améliorer. Matériel informatique, presque la moitié veut l'améliorer et 14% va l'améliorer, en sachant que 14% aussi gère ça plutôt bien. Je vous remercie beaucoup. Prenez le temps de répondre à l'évaluation et ça pourra être fait après, ça ne sera pas fermé. Et maintenant, on va prendre les questions et les réponses. Donc, j'avais vu que Richard avait la main levée. Et alors, comment est-ce qu'on donne la parole? Alors, main levée. Voilà, normalement, tu as le droit de parler, Richard. Et je vois une autre main levée. Jimmy. Oui. Non, c'était juste que j'ai cliqué par erreur, en fait. Ah d'accord, Voilà. Donc on a pu voir que ça marchait. Bon, ben voilà. Merci pour la démonstration. Ah, quand je peux aider, moi. Jimmy. Jimmy, si tu veux poser ta question, tu es le bienvenu. Sinon, on a une question de Céline dans la série questions et réponses qui nous demande s'il existe des solutions de type labo portable pour tester les déchets rapidement afin de connaître les risques éléments potentiellement toxiques pour savoir comment les traiter. Donc c'est une très bonne question, Céline. Nous avons nos collègues et amis de la Croix-Rouge autrichienne qui ont développé
dans le matériel ERU un labo portable d'analyse de boue fécale. Et nos collègues de la Fondation Veolia sont également en train de travailler sur ce labo. Donc, c'est un labo qui a été financé pour la Croix-Rouge autrichienne par la coopération suisse et qui est présent maintenant pour s'entraîner à Bandung en Indonésie. Donc, on peut connaître tout un tas de paramètres pour optimiser le processus d'élimination de ces boues fécales, en sachant qu'il peut y avoir des œufs de parasites qui survivent à la station d'épuration. Et donc, c'est pour savoir si on est en mesure de relâcher nos déchets de station d'épuration dans la nature comme engrais, ou si c'est pas faisable. Merci pour ta question. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Oui, merci beaucoup Simon et merci pour la présentation très claire. J'ai une question, est-ce que sur des plans de contingence ou des plans de préparation ou même des plans en urgence, IPOA qu'on connaît, il y a des parties sur le fait d'identifier des partenaires sur l'élimination des déchets ou sur la gestion des déchets? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est des recommandations sur la façon de se préparer en amont d'une catastrophe sur ces questions des déchets? J'ai pas la réponse. Si quelqu'un dans le panel a cette réponse. Ok, mais peut-être. Bien noté pour la suite. N'hésitez pas à la donner. Merci. Je pense que ça aurait beaucoup de sens de le faire. Est-ce que dans la pratique c'est fait? Je ne sais pas. Ça marche, merci Simon. Bon, bien, s'il n'y a plus de questions, il nous reste à vous remercier beaucoup. Bravo Chloé pour la présentation. Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé avec nous. Je sais que vous avez des journées très remplies. J'espère que c'était suffisamment clair et ça donnait envie de faire des petits pas en direction d'une meilleure gestion des déchets, que vous saurez où trouver les pistes pour faire ces petits pas et que vous n'hésiterez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des doutes. Merci beaucoup.